Je me disais, mais c'est pas très important d'être trésorier. Il faisait pas grand-chose. Et j'avais tort parce que c'était très important de recueillir les fonds qui arrivaient d'Angleterre, etc. C'était très important pour faire vivre les réseaux. Mais je croyais qu'il n'avait pas du tout de risque. Pas du tout. Il avait beaucoup, beaucoup de risques. Et ma grand-mère a vu arrêter son mari donc dans la rue. Elle s'est sauvée. Elle a réussi à se sauver. Et chose extraordinaire, elle est remontée de Lyon jusqu'à, en passant bien sûr, vous savez, les barrières des deux zones. Elle est remontée dans la Somme, près d'Amiens. Et là, elle a retrouvé sa sœur. Elle avait une sœur jumelle. C'est là où ça devient très romanesque. Et elle a passé la fin de la guerre dans ce pays de sa sœur jumelle, sans que personne ne sache jamais qu'il y avait deux femmes dans cette maison. Mais ma grand-mère avait un grain de podé ici sur la pommette. Donc si on regardait bien, on savait. Mais il fallait bien regarder. Pourquoi on a arrêté mon grand-père? Parce qu'ils ont été livrés. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a trahis. Mon père vendait de la bonneterie, des chaussettes, des choses comme ça, dans une porte cochère. Donc maman, c'était novembre, le 13 novembre, ils ont été arrêtés 42. Et maman était partie porter une thermos de thé à mon père. Et quand elle est revenue, la voisine du premier est sortie et lui a dit « Ne monte pas, la Gestapo est chez toi ». Donc elle a échappé à l'arrestation aussi cette fois-là. Son autre sœur qui a été déportée aussi n'était pas à la maison, a été prévenue de cette façon-là aussi. Donc, et puis mon oncle, leur frère, lui, il était déjà dans le maquis, il était dans la résistance, mais en province, il était à Toulouse. Il écrit, avant d'être fusillé, il va écrire 2 lettres, l'une à sa femme et l'une à ses enfants. Des lettres qui sont, je trouve, assez admirables. Alors, c'est quelqu'un qui a 55 ans. Donc, c'est pas, elles ne sont pas, si vous voulez, pathétiques, ces lettres. Elles ne vous font pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas « Maman, je t'aime, occupe-toi bien de mon petit frère, etc. » Il a 55 ans, ses parents sont morts, il est au-delà. En revanche, il écrit à ses enfants et il écrit à sa femme. Quand il est arrêté en novembre 42 près de Lille, très vite, il est arrêté par une opération conjointe allemande et française. D'accord ? Très vite, la police allemande et française se rend compte de qui elle a arrêté. C'est un chef de la résistance. Et donc, il le renvoie à Paris, rue des Saussaies, la fameuse rue des Saussaies de la Gestapo. Et donc, au moment de la libération, quand c'est le panique générale, disons, et que les Allemands partent, ils vont détruire pas mal de papiers et en jeter dans les poubelles. Et de manière miraculeuse, la fiche d'internement de Dumont est retrouvée dans la poubelle de la Gestapo, rue des Saussaies. Et, je vais peut-être le passer à mon mari qui parle allemand, mais dans cette fiche, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est un terroriste, qu'il est Terroristenführer, donc chef terroriste, et que pour qu'il n'y ait ni suicide ni évasion, il faut le maintenir à l'isolement et entravé. Donc pendant 7 mois, il va être entravé à l'isolement et de temps en temps sorti de la cellule pour être torturé, questionné, parce qu'on aura arrêté d'autres personnes et son nom sera cité. Les décrets, les lois ont commencé à tomber contre nous, à savoir que nous n'avions plus le droit, en tant qu'enfants, aller jouer dans les jardins avec nos camarades. Il y avait sur la porte de chaque jardin à Paris interdit aux Juifs. J'ai vu ailleurs dans Paris interdit aux Juifs et aux chiens. Vous voyez à quel niveau on nous mettait. Interdiction de faire nos commissions, nous n'avions droit qu'entre 3h et 4h de l'après-midi. Or imaginez, en temps de pénurie, où tous les Français manquent de tout, lorsque nous allions faire nos courses, il n'y avait pratiquement plus rien dans les magasins. Toutes sortes d'interdictions. Nous n'avions pas de téléphone à la maison. Nous n'avions pas le droit d'aller dans les cabines téléphoniques qui étaient dans la rue. Enfin, des interdictions de toutes sortes. Je reviens en 1942. Il est nommé responsable des groupes
de sabotage dans les usines qui travaillent pour l'Allemagne. Alors là encore, sabotage, c'est pas l'explosion de l'usine. Hein. Le sabotage, ça va prendre des formes extrêmement simple. Je vais vous en citer une de forme, c'est à la SNCF. La SNCF a été créée en 1937, donc c'était déjà une entreprise nationalisée. Et à l'époque, c'était des locomotives à vapeur. Locomotives à vapeur, hein, c'est une grosse chaudière sur rail, sur roue. On fait chauffer l'eau dans la chaudière, bien sûr, pour créer de la vapeur, et la vapeur sous pression va entraîner les roues. Mais pour faire chauffer l'eau, il faut du charbon. Et le charbon, on le met pas à la main. Les mains, elles sont pas assez grosses. Hein. Il faut des pelles parce que le charbon, il en faut beaucoup. D'ailleurs, il y a un wagon derrière la locomotive qui s'appelle le tender. Et les cheminots prennent avec des pelles le charbon dans le tender et le mettent dans le foyer de la chaudière. Qu'est-ce que c'est le sabotage de la SNCF? C'est tout bête. Un groupe de résistants s'introduit clandestinement de nuit dans un dépôt de locomotive. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser les manches de pelle. C'est tout bête, ça. Et le lendemain matin, quand les cheminots arrivent pour démarrer leur locomotive, impossible. Impossible puisque les manches de pelle sont cassées. On ne peut plus mettre le charbon. Et alors la résistance avait compris très vite aussi que faire ça dans un seul dépôt, c'était pas grand chose. Il fallait le faire dans plusieurs dépôts d'une même région. Et quand on faisait ça, eh bien, on immobilisait le transport par train. Alors, le transport des voyageurs, les Allemands, ils s'en foutaient complètement. Si les trains ne roulaient plus pour transporter des voyageurs, aucune importance. Par contre, transporter l'armement, transporter les soldats et transporter la nourriture pour les soldats, ça c'était important. Donc c'est en ça que c'était un sabotage. Alors vous allez me dire, mais la pelle, on va chez Leroy Merlin, ou n'importe quelle jardinerie, et puis on en achète. Ouais, sauf que ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, il existait des quincailleries. Et quand on avait de la chance, dans la quincaillerie, il y avait une pelle. L'imagination de la résistance. Il n'y avait pas d'école. Il n'y a pas de leçon de résistance. Les résistants, ils l'ont faite en même temps qu'ils l'ont créée. Ils ont tout inventé. Et il y avait des civils qui venaient travailler, des civils allemands qui venaient travailler comme pour superviser, qui venaient travailler au camp. Donc il y avait un passage possible pour ramener ces briquets qui devaient servir aux résistants espagnols. Vous voyez, c'était des circuits comme ça, mais on ne sait pas qui. Et quand ils racontent ça, il n'y a jamais de nom. On sait pas, c'est toujours des ensembles. Et là, c'est un briquet qu'il a gravé pour remercier la Croix-Rouge. Et vous voyez que le mot Croix-Rouge, c'est des colis, c'est un ensemble de colis qui s'opposent aux flammes du crématoire. Il y a toujours une symbolique, disons le bien contre le mal, la vie contre la mort. Compiègne, moi qui le connais, je voyais qu'il avait des yeux très fiévreux, il était déjà amaigri. Mais quand il est revenu de déportation en 1945, là c'est 2 mois après être revenu, c'est-à-dire qu'il pesait à peu près 35 kilos, hein, pour un net de 69. Et au camp, on le représente comme ça, donc, ou alors on le représente comme ça. C'est-à-dire que pour leur donner à son compatriote une bonne image de lui, pour le renarcissiser, on lui gonfle un peu les joues, on l'arrange, et puis là on a fait comme s'il avait un veston et pas son habit de déporté. Hein. Je l'avais fait l'année d'avant, et l'année d'avant j'avais 15 ans. Ils m'ont dit on ne peut pas se permettre d'avoir un môme dans nos pattes. Non, c'est pas possible. Et l'année d'après j'avais 16 ans. À 16 ans il a accepté. Et j'ai fait un parcours avec eux mémorable. Donc, je suis intégré dans le groupe de résistants. Et bon, on a fait un certain nombre d'actions, parfois peu importantes, parfois importantes. Et il y a un soir où le groupe, les dirigeants des résistants d'Augeois sont réunis en face de chez moi, chez Rush.
Moi, j'étais à l'extérieur pour faire le paix. Et on discute. Le but qu'il s'était fixé, c'était de libérer la ville d'Ozoir avant que les Américains arrivent. Qu'on ait la fierté de dire on s'est libéré nous-mêmes. Pendant la discussion, tout d'un coup, il y a un fracas épouvantable. La terre tremblait, les vitres tombent. Épouvantable. Alors on sort et on voit des escadrilles d'avions américains qui bombardent Tournai-en-Brie. Tournai-en-Brie, c'était une ville qui était à 4 km d'Ozoir, qui jouxtait Ozoir. Ils ont déglingué la ville à 70%. Il y a eu une quantité, je crois, au moins 60 ou 70 morts, femmes, enfants, blessés. Et nous, quand on a vu ça, quand on a vu le bombardement, on s'est dit on laisse tomber la Réunion, on va apporter de l'aide. Les personnes âgées, les jeunes qui ne pouvaient pas servir les Allemands, ils allaient directement dans les champs de bataille. On ne gardait que les hommes et les femmes en bonne santé. Après, de ce que j'en sais, mais je n'ai pas la science infuse, les enfants étaient également gazés immédiatement. Alors, il y a peut-être eu des cas de figure où ils ont emmené des enfants ailleurs, mais moi, de ce que j'en sais, tous les enfants ont été gazés à leur arrivée. Ils étaient dans une logique de promouvoir ce qu'ils appelaient une race pure, et donc tous ceux qui étaient considérés comme une race impure étaient exterminés, les juifs en premier. D'accord ? Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre la démarche de façon à ce que vous l'adaptiez, vous, aux sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Parce qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé à l'époque. Mais si on ne fait rien, on peut s'en rapprocher. Vous voyez que la vie de ma mère a été une suite d'épreuves et elle a à chaque fois surmonté. Et cette énorme épreuve, la preuve la plus grande de sa vie, sauf ses enfants, elle a perdu 2 ans. Cet besoin de vivre pour la liberté, pour sa propre liberté, mais pour la liberté des autres, pour le bonheur des autres, pour lutter contre des choses abominables. Donc elle a continué, beaucoup, jusqu'à ce qu'elle ait plus d'énergie. Elle est morte quand elle a aidé beaucoup de gens. Elle a été énormément de gens. Tu sais, quand elle a été déportée, elle avait 40 ans. Elle était même jeune. Et donc elle est revenue, je te dis, tout à l'heure je vous l'ai dit, elle a failli rester. Et c'est justement sa mère qui a sauvé ma grand-mère, avec ses copines. Quand elle a vu qu'elle déclinait, Paulette, elle a réagi, et avec ses copines, ils l'ont sauvée. Ils l'ont mise dans les mains de Marie-Claude Ballot-Couturier. C'était à l'issue de la marche de la mort. Au moment où ils arrivaient vers les camps d'évacuation, c'est là qu'elle commençait à pu avoir la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et tu sais, il y en a beaucoup qui sont venus grâce à ça, grâce à cette solidarité dont on parle hier. Mais oui, très clairement, dans les camps, la solidarité, ça me Et donc voilà, Paulette, c'était quelqu'un de très précieux pour la famille, et que j'ai très bien connu. Tu sais, quand elle a été arrêtée, elle s'est fait appeler Krasuka. Oui. De façon à pouvoir elle voulait rester avec Henri, avec Léa. Elle voulait rester avec mes parents, ma grand-mère et mon père. Et elle ne voulait pas être séparée. Voilà. Au moment de l'appel, elle avait dit le même nom, Krasuki, né un tel. Voilà. Et comme ça, parce que sinon, son nom commençant par S, elle aurait été à l'autre bout. Et quand ils ont tatoué à Auschwitz, le numéro, eh bien, elle avait le numéro suivant, celui de ma grand-mère. Ah oui, mais vraiment lié. Ah oui, c'était vraiment lié. Certainement après ça. C'est des choses. Paulette, c'était la copine de résistance, l'amie de résistance de mon père. Et ils ont eu le même parcours. Arrêtés, déportés, revenus.